Deuxième journée, on va parler ce matin de e-commerce sur cette première table ronde avec Grégory Palaillé qui va animer cette table ronde. Et je te laisse tout de suite la scène. Je vous sers un petit coup ou pas? Pardon? Je vous sers un petit coup à boire. Ouais, prépare-nous un peu de remontant pour qu'on se donne du courage. Bonjour à tous. Donc effectivement, on va essayer de remixer un petit peu le e-commerce ce matin avec 3 invités de marque. Olivier Bernasson, qui est directeur de pêcheur.com. Tu peux nous rejoindre. Il faut aller directement au stand apéro. Guillaume va s'occuper de ça. Par ordre alphabétique, René Coton, le CTO cofondateur de Wheezy Shop. Et Mickaël Froger de Lengo. Voilà, on va faire les présentations à la cuisine. Merci d'être venus en tout cas à 9h pour ceux qui ont été les plus courageux. On espère qu'on va attirer un petit peu de monde. On va le faire le mieux possible. Installez-vous là les amis, qu'on vous voit bien. Je vous ai mis des petits gâteaux. Guillaume va s'occuper du... Il a pas... voilà, bon, on a perdu le tire-bouchon, ça commence bien. Donc on a un Auvergnat, un Niçois et un Nantais. Comment ça se passe à Lyon? Vous êtes content? Toi tu es là depuis 2 heures, mais... C'est ça, je suis très content. Ils parlent à voix haute ou on a un micro pour eux? Ouais. Le blend, qu'est-ce que vous en pensez? Bah écoute, moi j'ai suivi ça sur Twitter hier, tout le monde avait l'air très très content, donc ça a l'air super bien. Ouais, on va essayer de faire une belle deuxième journée. René, toi tu es venu en force, donc... Oui, je suis présent depuis hier, donc j'ai pu suivre quelques conférences. C'est vrai que c'est intéressant d'avoir en parallèle différents domaines qui sont exploités, donc ça permet d'avoir des avis dans tous les sens. Moi, j'aime bien ce genre d'organisation, ce genre de conférence. Ouais, c'est assez intéressant, surtout que nous, Nantais, on a le Web Today, qui est un peu votre blend local. Tu disais que c'était beaucoup mieux que le Web Today d'ailleurs hier, hein, c'est ça? Ou peut-être l'inverse, je sais plus. Ça dépend à quel heure. C'était après le baby-foot, ça. Non, mais c'est super intéressant. C'est surtout très intéressant de sortir du microcosme parisien et de se dire d'aller en province et de voir les boîtes, etc. Quand vous m'avez invité, moi j'étais super content de ce que vous disiez hier, parce qu'il y a plein de boîtes qu'on ne connaît pas forcément, ou qu'on connaît mais on n'a pas forcément le temps de les voir quand on est sur les salons e-commerce, ce genre de choses. Et du coup là on prend le temps de découvrir et de vraiment échanger, donc c'est ça qui est le plus intéressant je pense dans l'histoire. C'est plus zen dans les discussions qu'un salon e-commerce où là c'est à 100 à l'heure toute la journée, quoi. Bah, René, on sait très bien ce que c'est, les salons e-commerce, tu manges jamais, tu vois personne, tu discutes avec personne au final, et c'est un peu ça. C'est un peu un pèlerinage pour nous. Ouais. On va commencer les présentations, peut-être justement par Mickaël. Donc toi tu as démarré en 99 dans le web, chez M6. C'est ça. Les premiers portails web, et après dans différents groupes comme Lagardère, puis tu te rapproches un peu du e-commerce avec le guide, petit à petit, 2 fois moins cher, les 3 Suisses, première expérience web. C'est ça, moi j'ai une première partie de carrière dans les médias puisque j'ai intégré M6 en 99, donc j'ai intégré les équipes de dev pour monter tout ce qui était m6.fr et tous les portails verticaux entre guillemets d'émissions, c'est-à-dire capital.fr, etc. n'existaient pas. Donc première partie vraiment dans les médias, après en rejoignant le groupe Lagardère pour monter tout ce qui était Europe 2, RFM, MFM, avec les premières web radios à l'époque en 2000. Et ensuite, après une première création de boîte, je suis parti dans l'e-commerce en rejoignant le guide. Donc moi j'ai rejoint le guide.com, on devait être 13 ou 14, je suis parti côté en bourse 100. Donc grosse croissance, c'est pas moi, hein. Attention, j'aurais bien aimé, mais c'est pas moi. Et après, effectivement, on rejoignait 2 fois moins cher avec le rachat par les 3 Suisses et tout. Donc première partie carrée dans les médias, puis après dans le e-commerce. Et donc juste après, tu te trouves un associé qui s'appelle Jérémy Perrault et vous fondez Lengo en 2009. C'est ça, on s'est rencontrés chez le guide. Alors le guide est vraiment un point central chez nous puisqu'on a déjà rencontré nos compagnes respectives. On s'est rencontrés tous les deux, on était potes avant tout et on est restés très longtemps sans forcément avoir de projet en tête, mais on s'était toujours dit qu'on monterait une boîte ensemble. Et sur le guide de 2 fois moins cher, où lui en agence voyait qu'il y avait des problématiques de gestion de flux, on voyait les marchands un petit peu galérer, je disais que ça faisait longtemps, ouais. Un petit peu galérer avec leur flux, etc. Et on s'est dit, on va essayer de les aider en montant un outil qui permette à n'importe quel marchand de vendre n'importe où sur Internet. Et le projet est né comme ça, et on a démarré en juillet 2009. Voilà. On va dire que ça a plutôt bien marché depuis 2500 boutiques. On essaye que ça marche bien. Ouais, on doit gérer 2500-2600 boutiques e-commerce. Ouais.
On frise les 60 personnes, on est dans 18 pays, avec un bureau à Nantes, donc, qui est notre siège social, et une antenne internationale parisienne où il y a 25-30 personnes qui pilotent tout l'international de Lengua. Et ce qui est chouette, c'est qu'effectivement, on en reparlera, mais votre outil, notamment, sert justement aux e-commerçants à exporter à l'international, à tester leurs produits et leurs offres à l'international, via les places de marché, via les comparateurs. C'est ça, c'est intéressant. exactement. Ton signe particulier, je crois que tu fais de l'apnée en piscine, essentiellement. C'est ça. Et de la chasse sous-marine. Je fais surtout de la chasse sous-marine. Ouais. Donc La je chasse tue les sous-marine. poissons. Ça ne ferait pas des masses à Olivier. Mais effectivement, je fais de la chasse sous-marine. Ouais. Ouais, vous avez un problème avec les poissons tous les deux. Guillaume, tu peux t'occuper de la salle aussi, s'il te plaît? Parce qu'ils sont... C'est gentil, merci. Ok, merci beaucoup, Mickaël. On va passer à René. Donc René, toi, tu es directeur technique, cofondateur de WheezyShop. C'est ça. Par contre, toi, tu n'as pas attendu, tu as démarré direct après tes études, puisque tu as fondé ça avec Greg Berrouti. Grégory Berrouti et Cédric Piazza. On a eu un petit passif d'agence web. On a commencé en tant qu'agence web, vu qu'à l'époque, on avait eu l'idée de lancer un portail sur la photo numérique qui existe toujours, qui s'appelle absolute-photo.com, qui n'est plus à nous aujourd'hui. Et l'idée de ce portail était après de lancer un outil qui n'existait pas à l'époque, c'était de permettre de vendre ses photos amateurs en ligne. Quelque chose qui s'appelle peut-être Photolia aujourd'hui. Et donc on avait commencé par créer une communauté, puis on s'était dit une fois que la communauté aurait pris, on se lancerait dans notre projet. Et puis Photolia est arrivé, a trusté le marché, et puis on a abandonné. On a vécu 2-3 années en tant qu'agence web, et on a toujours cherché dans quoi on pouvait se lancer. Et en fait, c'est par rapport aux demandes des commerçants qu'on a pu rencontrer en tant qu'agence web qu'on s'est dit il manque quelque chose dans le e-commerce pour pouvoir créer sa boutique en ligne facilement. Comme toute bonne start-up, vous avez aussi essayé de résoudre un problème sur le e-commerce. C'est ça, ouais. On a vu que des commerçants venaient nous voir avec une problématique financière, qui nous disaient qu'ils n'avaient pas les moyens d'investir 10 15 000 euros au moins dans la création d'une boutique en ligne. Et à cette époque-là, il y en a un qui nous a proposé de prendre un pourcentage sur son chiffre d'affaires. On avait de la trésorerie, on avait du temps, on s'est dit pourquoi pas, on va tester. Et donc là, l'avantage de la même manière, c'est que ça permet à un e-commerçant qui démarre d'avoir une boutique sans prendre de gros risques financiers, d'investir plutôt dans le marketing. C'est ça, ouais, c'est notre fer de lance, c'est de dire que tu viens sur WheezyShop ou sur une autre plateforme SaaS, il n'y a pas que WheezyShop en France, tu crées ta boutique et tout ce que tu peux investir dans la technique, tu l'investis dans le marketing, dans la communication et tu fais de la vente surtout. C'est sympa pour les partenaires qui font du marketing. Alors ton signe particulier, donc René, toi tu es champion de France de comté. De distributeur de comté. Ouais. Et voilà, tu arroses tout le monde du e-commerce de ton merveilleux comté c'est-à-dire que du 39. WheezyShop est basé sur Nice, toutes les équipes sont à Nice et puis je me suis expatrié dans le Jura depuis 1 an et demi maintenant. Et à chaque fois que je me déplace avec du comté. À part les petites vannes d'Olivier sur le comté, normalement c'est bien accueilli. On y reviendra. Et donc juste WheezyShop, 2500 boutiques aussi. Un peu plus de 2500 boutiques aujourd'hui, ouais. C'est pas les mêmes que Lengo. On en a quelques-unes en commun. Voilà, mais oui, on n'a pas, c'est pas le même fichier client, non. Mais oui, c'est ça, un peu plus de 2500 aujourd'hui. Et l'année dernière, on avait terminé sur 1600 boutiques, donc on a bien progressé depuis. Et elles ont fait un peu plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'année dernière. Bravo. Olivier, donc toi, tu es président de pêcheur.com. Oui. Tu as commencé en tant qu'architecte de formation, et puis tu as bifurqué petit à petit vers les métiers de la pub. Internet à la fin des années 90 aussi. Tu as fondé pêcheur.com avec Pierre Ourliac. C'est ça. Pierre, donc au début, portail communautaire. Ensuite, place de marché. Et à partir de 2004, vous êtes orienté vers le modèle de distribution en ligne. C'est ça, en intégrant la logistique et le contact direct avec les fabricants, donc les achats. D'accord. Voilà, donc dès la fin des années 90, moi j'ai senti qu'il fallait que je fasse quelque chose sur Internet, qu'il y avait des choses qui étaient en train de se passer. Et le premier truc, ça a été effectivement d'essayer de créer un portail. Alors c'est vrai qu'on avait, tu as parlé du fait que j'avais bifurqué vers les métiers de la pub. Alors oui, j'avais une agence de création graphique et d'édition, et j'avais monté aussi une web agency à côté pour servir nos clients sur le web. Et à force de faire des sites pour les autres, on s'en est fait un pour nous. Voilà. Et toi aussi, c'est ce qui t'a permis de détecter un petit peu les besoins, les bonnes pratiques, ce qui marchait au niveau
vente en ligne? Pas réellement. En fait, notre portail a très vite très bien fonctionné. C'est-à-dire que ça a été sur la niche de la pêche le site de référence. Et dès lors, on a pas mal de nos visiteurs qui nous faisaient part en permanence de leurs difficultés à pouvoir accéder aux produits. Ouais. Et là, on s'est dit qu'il fallait qu'on y aille, quoi. 2-3 chiffres, donc 130 000 références. Depuis 2010, vous êtes dans le réseau 150 000 bon. Disponibles, parce qu'en réalité, il y en a plus de 200 000 dans le catalogue. Ça, on sait que ça fait partie, la largeur du catalogue, des points décisifs en e-commerce. Donc depuis 2010, vous êtes au sein du réseau Oxylane. Et aujourd'hui, vous aussi, vous avez 50 personnes et vous réalisez 16-18 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 10% international. Donc vous avez tous à peu près la même taille en termes de chiffres. Donc le développement aujourd'hui se suit à quel rythme sur pêcheur.com? Un rythme d'enfer, puisque on prévoit de doubler sur les 2 à 3 ans qui viennent. C'est-à-dire on veut rentrer dans une phase d'accélération forte, notamment grâce à l'international. Ouais, un sujet qu'on va aborder dans notre table ronde. Donc toi, Olivier, ton signe particulier, tu es chasseur de trolls sur Twitter, mais René me disait que tu pouvais aussi être générateur de trolls. Donc tu peux nous expliquer ça? Quand je trouve pas de gibier, je le fabrique. Ouais. Peut-être nous préciser ce que c'est qu'un troll pour les personnes qui un troll, c'est n'ont jamais croisé cet animal. Ça dépend comment on le tourne. Le troll, il provoque pour générer des débats souvent un peu trop passionnés. Donc troll, je suis pas sûr, mais disons que j'ai une grande gueule. Ouais. Voilà. Donc que j'évite la langue de bois, ça fait perdre beaucoup de temps. Et donc, de temps en temps, sur Twitter, j'hésite pas. Ça balance. Bon, c'est bien. Du coup, on va stopper la page présentation. On va rejoindre le canapé. Je vois que vous n'avez pas beaucoup bu. Bon, c'est pas indispensable non plus. Hein. Faites comme vous voulez. On va rejoindre la partie salon pour commencer un petit peu la table ronde. On s'est dit qu'on allait faire ça en plusieurs étapes. Peut-être commencer par faire un petit peu les rabat-joie, puisqu'en préparant... hier, on était un petit peu tous sous l'unisson pour se dire attention, l'état des lieux en e-commerce, il faut quand même bien en avoir conscience avant de se lancer ou avant de dégager des moyens pour se développer sur la vente en ligne. Donc on va vous dresser quelque chose d'assez réaliste pour que vous puissiez avoir vraiment les clés de réussite. Puis on partira un petit peu plus sur les nouvelles tendances. Du coup, ce qu'on s'est dit aussi, c'est qu'il fallait quand même... faire un minimum de bullshit, c'est un peu le thème de Blend. Donc, je voulais vous montrer le détecteur de bullshit dernier cri qu'on avait ici. Je voulais aussi préciser vu l'horaire et que je voulais remercier Guillaume d'avoir eu la délicatesse de nous donner ce créneau-là. Ça sera donc une table ronde interactive. Donc, je vous invite à nous envoyer des tweets. On les prendra en cours de table ronde. Et à la fin, on essaiera de garder aussi du temps pour vos questions. Et le détecteur de bullshit sera aussi valable pour vos questions. Donc, on compte sur vous dès la fin de la table ronde. Donc, on va peut-être commencer par une première question générale sur le fait qu'en fait, en 2013, ça n'a jamais été aussi facile de se lancer en e-commerce, de vendre des produits, de vendre des services, grâce aux outils notamment. Par contre, ça n'a jamais été aussi difficile de durer, de rester en place. 140 000 boutiques en ligne, l'international qui vient un petit peu piocher aussi des parts de marché, les coûts d'acquisition qui explosent grâce à nos amis de Google entre autres. Bref, justement pour commencer un petit peu sur les plateformes, René peut-être, comment tu vois les choses aujourd'hui sur les choix pour les e-commerçants? Les choses que l'on voit aujourd'hui, c'est que la techno a plus vraiment de valeur. C'est-à-dire que si on regarde... il y a des prestataires qui vont proposer de créer sa boutique en ligne, par exemple. Pour ma partie, il y en a beaucoup. Ils proposent tous à peu près la même chose. Ils font les fonctionnalités dont on a besoin. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans le e-commerce font l'erreur de penser que le plus important, c'est la techno. Et que c'est dans ça qu'il va falloir investir. Il faut, comme je le disais tout à l'heure, il faut arrêter. La techno, elle est à la portée de tout le monde et elle n'a plus aucune valeur. C'est pas parce qu'on a une boutique en ligne, dernière technologie avec les dernières options, que c'est ça que je vais pouvoir valoriser dans ma boîte. Donc pour moi, c'est ça c'est ce qu'on voit en ce moment, c'est qu'on essaye aussi un petit peu d'évangéliser le marché et surtout les nouveaux arrivants en leur disant mais faites les bons choix dès le début et les choix technologiques
bien sûr, il faut trouver la bonne plateforme ou il faut trouver la bonne agence web qui va pouvoir nous suivre, mais il ne faut pas investir tout son budget là-dedans. Pour être un peu plus précis, vous aviez des petits t-shirts libérez-vous de l'open source au salon e-commerce. On a joué les provocateurs. Alors, je rassure tout le monde, j'ai rien contre l'open source. Ouais. On l'utilise l'open source aussi, hein, comme tout le monde. Mais dans le e-commerce, l'open source est souvent monté comme un piédestal. Aujourd'hui, il y a beaucoup de commerçants qui arrivent et qui nous disent moi, je veux faire un PrestaShop. Ils disent pas je veux faire une boutique. Ils disent je veux faire un PrestaShop. Je cite un nom, mais c'est pas grave. Et en fait, c'est un peu un miroir aux alouettes. C'est-à-dire que plutôt que de se dire attends, je vais rationaliser mes coûts, je vais vérifier où est-ce que je peux positionner mon budget, ils veulent plutôt partir sur la techno dont tout le monde parle. Et donc, on est parti avec un ton un peu provocateur sur libérez-vous de l'open source. Mais c'était pour provoquer le débat et pour expliquer qu'aujourd'hui, cet investissement n'a pas vraiment lieu d'être, surtout pas au démarrage. Et qu'il vaut mieux faire confiance à des plateformes qui sont en SaaS. Et je pense que PrestaShop l'a bien compris aussi parce qu'ils ont annoncé une révolution pour 2014. Et cette révolution se situe dans le SaaS. Donc, c'est-à-dire que PrestaShop le fait déjà aujourd'hui avec la PrestaBox et le fera encore plus sûrement l'année prochaine. Donc, on les attend de pied ferme pour développer le SaaS et permettre aux personnes d'accéder à la technologie sans avoir à investir énormément dedans. Bon, toi, Mickaël, ton modèle, c'est le SaaS, donc tu ne vas pas contredire René. Oui, c'est sûr qu'on ne va pas cracher dans la soupe non plus. Mais effectivement, pour répondre à ce que tu disais, ça... En 2013 et bientôt 2014, il n'y a rien de plus simple que de monter une boutique e-commerce versus il y a 10 ans. C'est une certitude. Créer sa boutique, il y a des outils comme René, ou si vous êtes un peu aventurier et tech, vous montez votre PrestaShop, votre Magento ou autre. Des outils comme nous arrivent juste derrière, c'est-à-dire qu'on arrive pour vendre un petit peu partout. Il y a des outils d'analytics, shooter des mails maintenant c'est très simple. Il y a 10 ans c'était quand même une tannée parce que soit c'était compliqué, on comprenait rien, soit les outils valaient une fortune et les mecs vous arnaquaient au passage. L'hébergement, il n'y a rien de plus simple maintenant de se faire héberger si vous êtes sur de l'open source. C'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on a 140 000 boutiques en France, c'est que c'est extrêmement simple. Alors c'est un côté très rassurant pour les marchands et c'est bien parce que et nous on est là pour ça aussi, hein, c'est-à-dire qu'on aide en fait à aller beaucoup plus vite et on essaye de construire des outils qui permettent ça. C'est un côté un petit peu compliqué de l'autre côté, qui est que voilà, les marchands pensent que du coup, vu que c'est simple, les résultats doivent être là directement. Et notre boulot, je pense, qui était depuis 5-6 ans de construire des outils SaaS, comme disait René, pour aider en fait et faciliter ça, maintenant se transforme en évangélisation et conseil. C'est-à-dire que nous, on dit souvent, et c'est pas péjoratif, qu'on est leur babysitter, c'est-à-dire que plein de fois, les marchands, on leur dit faites attention à ça. Alors que c'est pas notre métier à la base, on n'est pas une agence de conseil, on veut surtout pas, parce que chacun son métier, nous on est une boîte de techno et on dit aux agences utilisez nos outils, mais plein de fois on rentre dans de l'évangélisation et de l'éducation. Et ça peut arriver sur des grosses problématiques à terme pour les marchands parce que ils se rendent pas compte qu'en fait cette simplicité d'outils est plus dangereuse qu'autre chose. Ouais, alors moi je suis d'accord sans être d'accord. Alors, d'abord la particularité c'est que nous on n'est pas du tout sur un système de ce type-là. On a tout construit au fil des années. Donc on est sur du .NET à l'époque ASP, donc du Microsoft, et on a bâti entièrement tous nos systèmes. C'est-à-dire que tout a été développé en interne, tout est toujours développé en interne. Et donc maîtrisé en interne. C'est-à-dire que je croise beaucoup de e-commerçants qui ont démarré sur des systèmes de plateforme mais qui ne maîtrisent rien au niveau technique et qui donc vont avoir de gros problèmes pour changer des choses, rajouter une fonctionnalité. Et en fait, oui, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui de lancer un site e-commerce. Après, c'est exactement la même chose qu'un ordinateur. C'est-à-dire que ce n'est pas l'outil qui fait la qualité du travail qui est produit. C'est-à-dire qu'il faut arriver à maîtriser cet outil, à en tirer tout ce qu'on peut et tout ce qu'il est possible d'en tirer, et même au-delà. Ce qui va faire la différence, c'est les gens qui vont être capables de tirer des outils qui sont mis à leur disposition, plus que le voisin qui a exactement le même outil et qui sait aussi s'en servir plus ou moins bien. Donc c'est dans les usages et dans ce qu'on va savoir faire de ces outils que les différences peuvent se faire. Mais il est certain
que techniquement, aujourd'hui, il est très très facile de faire ce qui était très compliqué il y a 10 ans. À l'inverse, une fois qu'on a commencé ça, on n'est pas plus avancé qu'il y a 10 ans quand on n'avait rien. C'est-à-dire que avoir un site aujourd'hui, c'est bien. Avoir les produits, c'est un peu mieux. Mais après, ça commence parce que tout va se passer quand il va falloir commencer à essayer de se rendre visible et à acquérir des clients. Parce que sur Internet, les clients s'achètent en grande partie. Hein, on parle c'est de la mécanique. Et là, aujourd'hui, il faut des budgets conséquents. Nous, quand on a démarré en 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, les AdWords, ça n'existait pas. Donc la problématique n'était pas la même. On ne se posait pas la question de savoir si notre budget allait exploser tous les matins. Il fallait qu'on trouve des astuces pour être visible, mais ça passait principalement par du référencement naturel, par des partenariats, par de l'affiliation, etc., etc. Mais 90% de notre budget ne partait pas sur Google. Aujourd'hui, il y a un aspirateur, c'est Google. On va y venir, hein, justement, parce qu'on se rend compte qu'effectivement, il faut 15 minutes pour devenir e-commerçant aujourd'hui. Par contre, ce qu'on se disait hier, c'est que 97% des boutiques en ligne font moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires par an. Et 70% d'entre elles, moins de 3 commandes par jour. C'est ça. Voilà, donc à ce niveau-là, ouais, ça calme un peu. Sur les coûts d'acquisition, bon, on se posait une question toute bête, par exemple se dire, est-ce qu'il y a encore de la place pour un distributeur pure player comme Pêcheur.com en 2013 ? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quand même un salut? Quelles sont un petit peu les clés au niveau génération de trafic, génération de chiffre d'affaires que vous pouvez identifier par rapport à cette explosion des coûts d'acquisition? Alors, savoir si aujourd'hui, il y a encore la place pour un pure player, je pense que c'est compliqué, mais en même temps, je serais bien prétentieux de répondre non, parce qu'on est à l'abri de rien. Mais après, c'est vrai que c'est compliqué. C'est-à-dire que même les niches aujourd'hui, elles sont occupées. Les niches de niche, il y a quelqu'un dedans. Enfin voilà, donc il faut arriver à trouver un modèle original, un service original, un produit original, et puis arriver à le faire durer. C'est-à-dire que trouver un produit original, c'est bien, mais il faut que 15 jours après, il n'y ait pas quelqu'un d'autre qui l'ait. Donc il faut avoir la maîtrise du produit, la maîtrise du concept, et puis trouver répondre à un vrai besoin. Donc c'est compliqué. Donc je pense aujourd'hui que les positions sont prises. D'ailleurs, on voit que tous les leaders e-players, les leaders pure players ont tous plus ou moins été rachetés et sont adossés aujourd'hui à des groupes, ce qui est notre cas. Des indépendants leaders sur leur niche, il n'y en a plus ou pas beaucoup. Il doit rester Moto Blues sur la moto, à ma connaissance. Voilà, donc après, il y a probablement encore il y a certainement, oui, des très belles histoires à écrire sur le e-commerce en partant de zéro aujourd'hui. Ça, il y a des tas de modèles à inventer. Le mobile est en train de révolutionner les usages, mais un pure player sur les modèles qu'on a connus sur les 10 dernières années, aujourd'hui, c'est compliqué, même avec des très très gros moyens, ouais, à mon sens. Juste rapidement, parce qu'on utilise le terme pure player depuis tout à l'heure, et je ne sais pas si tout le monde connaît ce terme. Un pure player, c'est une personne qui va vendre seulement sur Internet, qui n'a pas pignon sur rue. Pour ceux qui ont pignon sur rue, on appelle ça dans notre jargon des brick and mortar. Après, pour savoir si aujourd'hui il y a encore la place pour des pure players, nous, on a eu la chance, donc depuis maintenant 5 ans d'existence, de suivre des e-commerçants et de voir de belles progressions. Et dans des marchés de niche. C'est souvent les marchés de niche. De l'aquariophilie, juste du maillot de bain, juste des chaînes pour la neige. Et quand il neigeait sur la France, c'était formidable au niveau des ventes. Ou du parapluie. Et quand il pleut, c'est top. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que de plus en plus, ces niches-là, comme tu disais, elles sont exploitées ou surexploitées. Et donc quand on arrive, déjà c'est difficile de se différencier. Après, si on commence à acquérir un peu de clientèle, ce qui peut faire la différence, c'est le service client. Ça, c'est quelque chose qui est primordial aujourd'hui sur le e-commerce. On le voit avec les très gros du style Amazon, où le service client, c'est
c'est le point d'orgue d'Amazon. Il n'y a jamais une fausse note. Et s'il y en a une, il faut qu'il la corrige de suite. Et je pense qu'aujourd'hui, une bonne partie de l'épingle à tirer du jeu des commerçants qui vont se lancer se tourne autour du service client aussi. On le voit, on parle de service client, on voit Zappos qui a fondé sa boîte autour du service client. C'est-à-dire que le fondateur de Zappos a dit voilà, je vais devenir e-commerçant, mais je vais tout tourner autour du service client et ça va être ma force. Et on voit le résultat de Zappos qui pèse 1 tonne et qui est un monstre absolu en termes de e-commerce. Moi, je rejoins un peu ce que disaient mes camarades, c'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est devenir pure player, à mon avis, c'est du suicide collectif. Sur du généraliste, c'est du suicide collectif. C'est-à-dire que c'est impossible face aux mastodontes qui arrivent, parce qu'il y a un phénomène aussi qui arrive depuis quelques temps, c'est que c'est très simple de s'internationaliser pour un Français, mais les Italiens ont la même démarche, et les Allemands aussi, les Anglais aussi, donc il y a tout le monde qui commence à arriver sur le marché français, ce qui fait que ça devient encore plus compliqué, c'est-à-dire que vous vous battez entre Français, et ensuite vous voyez tous les gars débouler de l'autre côté, c'est assez compliqué, donc je pense que se focaliser sur un secteur que vous maîtrisez vraiment de A à Z avec une chaîne complète et surtout beaucoup d'expertise et tourner autour du service client, c'est vraiment la clé. C'est-à-dire que là, vous pouvez prétendre à déjà perdurer, parce que c'est ce qu'on se disait, créer c'est simple, c'est perdurer qui est le plus compliqué. Et c'est pas simple, ça peut se faire, mais effectivement, c'est ce que disait Olivier, je pense que c'est quand même c'est très compliqué. Et puis une constante heureusement que c'est pas une constante, mais quelque chose que je vois dans beaucoup de sites e-commerce et chez beaucoup de e-commerçants qui se lancent ces dernières années, c'est que un site de e-commerce, c'est d'abord une entreprise. C'est-à-dire qu'elle doit se gérer avec une comptabilité analytique et qu'il ne suffit pas d'avoir des produits et de les vendre. Il y a des coûts, il y a des charges fixes, des charges variables, etc. Et que le e-commerce, parce qu'il est un petit peu plus abstrait que le commerce traditionnel, il n'exonère pas de tout ça. C'est-à-dire de savoir gérer une entreprise et savoir analyser ses coûts, ses recettes, ses dépenses, etc. etc. Et la sensation qu'il y a énormément de gens qui sont arrivés dans l'e-commerce ces dernières années avec des vrais projets qui sont bien au niveau marketing, qui ont une parfaite connaissance de leurs produits, y compris qui maîtrisent bien l'achat de leurs produits et donc qui sont en termes de prix qui peuvent apporter un vrai service à leurs clients, mais ils ne gèrent pas leur boîte. Et le e-commerce ne dispense pas de ça, bien au contraire, puisque on a beaucoup de données qui arrivent dans l'e-commerce et il ne faut surtout pas se dispenser de les analyser. Il ne faut pas oublier qu'un e-commerçant, c'est un commerçant. On l'oublie souvent, hein, beaucoup de personnes l'oublient, mais être un e-commerçant, c'est être déjà un commerçant. Justement, pour voir un petit peu dans la salle, par rapport aux chiffres qu'on vient de donner, combien d'entre vous font du e-commerce? Et parmi vous, combien font plus de 3 commandes par jour? Ok. Et combien pensent que le e-commerce ne marchera jamais? Monsieur, au premier rang. Ouais, mais merci. On le connaît, lui. On l'a repéré, lui. Bon, on en vient à un sujet sur lequel on s'est vraiment retrouvé, c'est aussi la professionnalisation du secteur et aussi la façon dont justement les entreprises qui font du e-commerce sont organisées. On constate que notamment pour les marques qui se lancent, il y a une faible sensibilisation des décideurs, notamment les responsables e-commerce, les directeurs e-commerce qui peuvent être dans les comités de direction, c'est quand même assez rare. Quelle solution pour essayer de justement oublier un petit peu le côté gadget, le côté geek et de se dire attendez, c'est une vraie activité, vous allez développer un nouveau canal de distribution. Comment est-ce qu'on peut essayer d'avancer là-dessus en dehors de la formation, évidemment? Alors, je ne sais pas à quel niveau on parle. Moi, je vois les grands groupes de retail, par exemple, c'est rentré dans les mœurs. Ils ont compris là, depuis un bon moment que c'était non seulement important, mais même vital pour leur avenir. Donc là-dessus, il n'y a pas de... Il n'y a plus de malentendu. Après, il faut qu'ils arrivent à faire rentrer les compétences et les modes de pensée. Ça, c'est plus compliqué.
Ils ont du mal à appréhender les profils aussi, hein, un petit peu polyvalents du e-commerce. Il faut un Ouais, petit peu après, tout savoir faire. Ce qu'il y a aussi sur le retail, c'est un petit peu différent parce que ça bouscule leurs habitudes. C'est-à-dire que quand vous avez une boîte où ça fait 40 ans qu'ils font ça et les gars, entre guillemets, plus rien à prouver et qu'ils arrivent et que vous parlez aux équipes techniques, au DSI, vous dites bon, bah, vous allez me faire le truc comme ça, les mecs vous regardent en disant t'es gentil, je t'ai pas attendu pour faire des trucs, quoi. Donc c'est effectivement les directions e-commerce, etc. Ils ont tous compris qu'il fallait y aller et que de toute façon sans ça, ça allait être très compliqué. Par contre, tout ce qui est en dessous, c'est un petit peu plus difficile. Et ça commence à prendre, etc. Mais bousculer des grosses DSI, je parle surtout sur la partie technique, c'est compliqué, même dans le market, dans la com, etc. C'est pas le même métier, c'est pas la même façon de faire, c'est pas le même marché, c'est pas les mêmes habitudes. Et ça bouscule un petit peu tout ça. Donc on le voit depuis 2, 3 ans, 4 ans, ça commence à bien prendre. Et on le voit, les résultats sont là. Hein. C'est-à-dire que les gars arrivent sur le marché et la tendance inverse qu'on avait il y a 8-10 ans de dire les pure players drainent tout le marché a commencé un petit peu à pivoter, à aller dans l'autre sens parce que les gars arrivent à bien gérer. Là, ce trimestre, sur les 15 sites de e-commerce les plus fréquentés, il y a Conforama, Decathlon, etc. qui viennent de rentrer. Donc voilà. Et Pixmania qui vient de sortir. Donc les pure players sont en recul sur le top 15. Et par contre, il y a toutes les grandes marques du retail qui sont en train d'arriver. Ouais, ils commencent à comprendre aussi qu'ils ont besoin de l'extérieur. Et je pense que ça, c'est encore une fois, culturellement, ça a été compliqué pour eux de l'accepter. Et ils sont vraiment dans cette démarche-là maintenant, de se dire, voilà, on a besoin de conseils, d'outils, de produits, etc. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à grossir. Mais ça a pris beaucoup de temps. Je pense qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire. Mais ils sont sur la bonne démarche. Et ça rejoint ce que tu disais, où effectivement, les directions e-commerce, elles ont une place complètement surimportante dans les comités de direction, je pense. Ouais, et c'est aussi pour ça que ça va rendre encore plus compliqué ce qu'on disait tout à l'heure, on en revient à la même chose, l'émergence de pure players, c'est-à-dire que tous ces gens qui arrivent, ils créent un nouveau modèle qui est le cross-canal, et donc avec des modèles où il y a le web, le magasin, le mobile, etc. Et un pure player, il n'a pas de magasin. Donc là, autant... avant, on avait un vrai avantage parce qu'on avait un site internet et que les retailers n'en avaient pas. Aujourd'hui, ils en ont, ils savent les manipuler et en plus, ils commencent à très bien gérer les interactions entre le site web et le magasin. Et donc, ça peut devenir très compliqué pour les pure players, sauf les très gros, encore que. Mais c'est ce que disait René, c'est-à-dire que par exemple, eux, c'est des vrais marchands, c'est des vrais commerçants. Un pure player, quand il se lance, même si, voilà, etc., c'est pas des commerçants là-bas. Eux, c'est des vrais commerçants. Donc eux, une force de frappe hallucinante. C'est-à-dire que le jour où les gars vont vraiment se réveiller et y aller, ça va faire très mal. Et même sur les très gros pure players, je pense qu'ils vont avoir quelques soucis à se faire. Ils sont réveillés. Hein. Enfin, en tout cas, ceux que je connais sont très bien réveillés. Et ils sont réveillés pour une seule et unique chose, hein, c'est que leurs clients les a réveillés. Hein. Aujourd'hui, le client, c'est tout de suite, tout le temps. Et donc, si... Ceux qui n'ont pas appréhendé le virage ou qui l'ont fait un peu trop tardivement, le client il a vite fait comprendre que c'était trop tard et qu'il fallait se réveiller. Après, on parle de pure players qui malheureusement vont pas bien. Il y a avant-hier, je crois que la maison de Valérie a annoncé son dépôt. Il y a aussi des morts dans ces acteurs-là qui n'ont pas réussi à prendre ce virage, qui ont mis beaucoup de moyens et qui du coup les a tués, je pense, parce que dans ces sociétés-là, par exemple, de se lancer dans l'e-commerce coûte énormément d'argent. Parce que justement, vous bousculez tout et les procès sont très longs et ils sont très chers. Et de ce fait, c'est très dangereux pour eux. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont mis beaucoup de temps à y aller. C'est-à-dire que ça coûte quand même beaucoup d'argent. Et malheureusement, on voit avec la maison de Valérie ou d'autres qui vont pas bien, ou la Camif, il y a quelques années, qui a réussi à s'en sortir, qui est revenu. Et ils sont passés, ou Pix. Ils sont complètement réinventés. Mais c'est aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que les gars aussi, ils se mettent beaucoup en danger. Et quelquefois, il y a des morts. Et malheureusement, ça se finit par des grosses tombées. On va terminer ce tableau pas vraiment réjouissant avant de passer sur des choses plus positives en parlant des places de marché. Pareil, on se disait les places de marché, intéressant parce que justement on peut diversifier ses canaux de trafic et tester son offre sur différentes places de marché qui ont des forts trafics. Hein. C'est un petit peu les galeries marchandes du e-commerce. Par contre, on peut aussi se fabriquer sa concurrence. C'est-à-dire que certaines places de marché ont la capacité à aller copier des produits qu'on est les seuls à avoir. Ou voilà, donc on peut être aussi dépendant de cette partie-là. Qu'est-ce que vous en pensez au niveau aussi de la base de données, hein, on parlait de l'importance pour un e-commerçant d'avoir sa propre base de données pour générer du repeat business, pour générer de la récurrence. Et c'est vrai que la place de marché, ce n'est pas vraiment le cas. On n'est pas vraiment propriétaire de ses clients. Peut-être toi, tu connais... Pas toujours. C'est-à-dire qu'il y a des places de marché où vous êtes propriétaire de votre fichier de client. Okay.
pas tous. Malheureusement, les Des plus noms. grosses, vous ne l'êtes pas. Oui, les grosses, ouais. Les noms. Bah, Amazon, vous n'êtes pas propriétaire, vous n'avez pas les sources, etc. D'autres, vous les avez. Et ce qui est intéressant, c'est que d'autres, vous ne les aviez pas, ils ont pivoté, ils ont compris qu'il fallait ouvrir les vannes. Après, pour répondre à ta question, c'est du 50-50, c'est-à-dire que les places de marché sont un formidable outil pour les marchands de se lancer déjà sur un marché, c'est-à-dire que c'est très simple de profiter en fait de leur visibilité. Il faut savoir, je crois que sur le top 15, il doit y avoir 5 ou 6 vraies places de marché à la eBay ou à Amazon, et ensuite vous avez des acteurs qui ont une place de marché, comme Rue Ducos, le Fnac, etc. Donc vous avez accès à de la visibilité, entre guillemets, des visiteurs uniques directement, et vous bénéficiez de leur marque. Donc ça, c'est très très bien. Ça vous permet aussi de tester des marchés internationaux ou de tester des produits, ce genre de choses que font beaucoup nos marchands. Maintenant, effectivement, de l'autre côté, il faut faire attention parce qu'une place de marché, elle est là pour compléter une offre. Généralement, quand c'est une place de marché d'un marchand, c'est-à-dire que Rue Ducos ou Fnac se sont lancés pour compléter leur offre. Maintenant, il ne faut pas se leurrer, les mecs observent. C'est-à-dire qu'ils sont là pour tester et regarder les catégories qui marchent et potentiellement se lancer. Quand Amazon décide d'ouvrir l'électroménager il y a quelques années, c'était juste pour observer, et bizarrement, après, ils se lancent en frontal sur l'électroménager. Donc, je pense que c'est un peu comme Google, c'est-à-dire qu'il faut s'en servir. C'est-à-dire que vous, marchand, il faut que vous serviez en fait des places de marché pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire développer votre business, etc. Parce qu'elles se servent aussi de vous pour acquérir du business et observer des choses. Donc, je pense que c'est dans les deux cas. Nous, très clairement, on a toujours refusé d'aller sur les places de marché. On est leader sur notre marché, donc on ne voit pas l'intérêt. On n'a pas besoin non plus aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a ça aussi. On peut toujours trouver le besoin Ouais. d'aller chercher du chiffre complémentaire, de la croissance, etc. etc. On peut se dire que la place de marché, c'est un coût marketing au même titre que Google, et que leur commission, elle est pas pire au final que ce qu'on laisse en acquisition. Après, moi j'ai beaucoup aimé la petite phrase qu'avait fait Anne-Laure Constanza, donc dans Vite Fraise, dans un dossier qu'il y avait eu sur les marketplaces dans le journal du net, où elle disait c'est le baiser mortel du dragon. On gère les produits d'Anne-Laure sur les marketplaces. Voilà, donc elle sait de quoi elle parle. Et puis j'ai pas mal d'amis qui sont sur des marketplaces, et une fois qu'on y a mis le doigt, la main, le bras... c'est voilà. comme Google, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en C'est fait, ça. là où c'est très dangereux de traîner trop longtemps sur les marketplaces, c'est quand vous voyez votre part de marché qui commence à déborder vers 60, 70. Voilà. Là, c'est ultra dangereux. C'est-à-dire que quand vous êtes autant dépendant, mais c'est le même cas que d'être dépendant des comparateurs, d'être dépendant de l'affiliation, d'être dépendant de Google. C'est-à-dire que la dépendance à un acteur qui soit fournisseur de l'autre côté ou clientèle avec l'acquisition de trafic, c'est là où c'est dangereux. Nous, on a des marchands, ça représente 20-30% de leurs chiffres, c'est très bien, ils ne vont pas au-dessus et ça leur apporte beaucoup de chiffres, ils sont contents, mais ils n'ont pas une ultra-dépendance. Nous, on a vu des marchands arriver, ils avaient 70-80% de leur business qui était sur les places de marché, ils se sont fait virer de la place de marché, dépôt de bilan, terminé. Tout le monde descend et au revoir. Et c'est véridique. Hein. Et c'est là où, malheureusement, on a envie de dire, bah ouais, mais tu t'es un petit peu mis dedans tout seul, quoi. Mais c'était aussi le cas où leur business, malheureusement, était là-dessus. Mais dans des cas comme ça, il faut rester. Par contre, il faut trouver des sources de croissance. Mais c'est ce que tu disais. Là, on rentre dans de la gestion de boîte, si vous voulez. D'où l'importance de suivre ton activité. Et aujourd'hui, on a tous les outils qu'il faut pour suivre cette activité et de savoir combien je génère avec les places de marché, combien je génère avec de la pub sur Google, combien je génère avec les comparateurs de prix, et d'être certain de ne pas être à 70% sur les marketplaces, comme d'être certain que ce n'est pas 90% d'AdWords qui fait tourner ma boîte. Parce que demain, pour une raison ou pour une autre, je ne fais plus d'AdWords et puis c'est terminé, ma boîte elle ne tourne plus. Et nous, on en a, ils empilent les produits sur les palettes, ils livrent et terminé, ils ne regardent rien. Et effectivement, nous, on le voit, de toute façon, on le voit qui se connectent sur la plateforme, etc. Mais de moins en moins. C'est vrai que petit à petit, ça se professionnalise quand même beaucoup, et du coup, ils prennent conscience que le danger est là, et ils regardent, ils analysent, ils essayent de trouver des solutions et autres. Mais ça reste de la gestion de boîte, ce que tu disais. C'est-à-dire que quand tu es e-commerçant, pure player ou ce que tu veux, tu restes un patron de boîte, et du coup, tu te dois en fait de ne pas te mettre en danger sur ces points. Donc, pour recentrer un peu, je pense que les places de marché sont quand même
pas indispensable, mais c'est devenu quand même un acteur majeur dans les canaux d'acquisition, surtout qu'il y a des canaux qui commencent à mourir et qui sont en fin de vie, qui sont en train de se repositionner et qui sont en fin de vie, et c'est un cycle. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, les comparateurs avaient une place monstrueuse, et à l'époque, il y avait des marchands où 90% de leur trafic, c'était les showboats. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire que showboat qui est au modèle au CPC, donc ou par clic, quand les comparateurs ont dit c'est plus 0,18 en moyenne, c'est 0,22, vous êtes dedans. Parce que vous avez une dépendance monstrueuse au comparateur et vous ne pouvez rien faire. Mais vous avez le même cas sur AdWords. C'est-à-dire que quand vous êtes dépendant et qu'AdWords vous dit maintenant c'est plus ça, c'est ça, vous êtes là, vous vous dites faites chier, etc. Sauf que vous y allez quand même parce que vous êtes obligé d'y aller. Ce qui s'est passé au printemps avec la mise en place des PLA, dans un premier temps gratuite et dans un deuxième temps payant. Si on part des places de marché et on parle de Google, faut pas croire, les gars vont arriver sur le terrain dans pas très très longtemps. C'est-à-dire que nous on le voit, quand les gars commencent à imposer les EN, etc., nous on les regarde, on fait vous êtes gentils, mais donnez-nous tout de suite la date d'ouverture, ça ira plus vite. Mais ils vont y arriver aussi, et Google effectivement avec PLA et Google Shopping, les gars ont inventé le business model sur le CPC. C'est eux c'est-à-dire que c'est une machine de guerre, un espèce de casino au CPC, c'était une certitude que ça allait arriver en payant. Donc nous on avait les marchands qui justement disaient c'est cool, il y a eu trafic, je vends et tout, qui s'en occupaient pas forcément, et il y a les gars qui ont commencé à dire on regarde ce qui se passe, on sort les tableaux Excel, et nous on avait même des marchands qui forçaient un CPC payant dans Google Shopping pour regarder les ROI. Et ils commençaient déjà à travailler les produits, à enlever ce qui ne marchait pas, etc. Ce qui fait que quand c'est devenu payant, effectivement, il y a le budget et tout, mais ils avaient déjà un petit peu assaini ça. Donc ça reste de la gestion quotidienne où il faut faire attention à ça, parce que les places de marché, c'est pareil, vous êtes au pourcentage en commissionnement, et eux aussi ont besoin de croissance. Et quelquefois, on commence à rehausser les commissionnements, et si vous êtes dépendant, votre marge baisse, quoi. Et les coûts d'acc de toute façon augmentent parce que les comparateurs ou autres au CPC ont besoin de croissance et ont besoin de volume, donc ils rehaussent un peu ça. Et les marketplaces, c'est pareil, et surtout elles profitent aussi de leur succès. Ouais. C'est-à-dire qu'elles marchent de plus en plus, elles le savent, et du coup rehaussent un peu les commissions. Elles en demandent énormément aussi, des marketplaces. Aujourd'hui, quand tu mets tes produits chez Amazon, il faut que tu te plies aux règles d'Amazon. Il faut que il faut que tu aies un service client comme Amazon. Pour moi, Amazon est hors sphère, parce que Amazon, c'est le modèle très ricain texan, où ils vous disent c'est comme ça, et voilà, ils vous imposent le truc. Si vous n'êtes pas content, vous descendez et terminez. Ils sont vraiment à part, ils ont un modèle très américain où ils imposent un peu ce qu'avait fait eBay il y a très longtemps, et ils se sont complètement ramassés, ils sont revenus, ils ont compris ça. Amazon ne l'a pas encore compris, mais je pense qu'à un moment donné, surtout en France, ils vont le comprendre. Pour info, nous on arrive à 48-49 marketplaces en France dans la plateforme, dans Lingo, ce qui est énorme. Ce qui est beaucoup, c'est le seul marché, et au global on en a 75-78 dans la plateforme mondiale. Donc le marché français est très particulier. Pourquoi ? Parce que tout le retail arrive, c'est-à-dire que vous voyez Galeries Lafayette qui se lance, etc. Les 3 Suisses qui revient, la Redoute qui fait un carton, Cdiscount aussi, Rue Ducos. Et ça c'est assez particulier, c'est très propre au marché français en fait. En résumé, que ce soit Google, les marketplaces, les comparateurs, etc., on en arrive à une conclusion, c'est que la seule vraie recette pour arriver à vendre des produits, c'est d'avoir du trafic. Le vrai point central, ce qui est compliqué à générer, qui coûte cher, qui est compliqué à maintenir, qui oblige à monter les technos, etc., c'est le trafic. Voilà, on peut monter le meilleur outil du monde, le plus beau site, avoir les produits les mieux placés en termes de prix, des trucs originaux, etc. Si on n'a pas le trafic, il n'y a pas de commerce. Donc ceux qui détiennent le trafic détiennent le pouvoir. Nous, de toute façon, on le voit, les marchands, là, ils veulent du volume, ils veulent du trafic. Ils vous le disent. C'est-à-dire que nous, ils viennent nous voir en disant qu'est-ce qui arrive en France, qu'est-ce qui se monte, c'est quoi le prochain truc, etc. Parce qu'ils veulent du volume, quoi. Et ils arrivent. Alors après, ce qui va être compliqué, c'est qu'il va y avoir quand même un plateau de verre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le trafic, même si on le veut tous, ça va être compliqué d'en avoir, quoi. Et là, quid en fait des résultats ? Parce que je ne sais pas comment ça va se passer, ça arrive d'être assez. C'est ça qui fait que les coûts d'acquisition du trafic montent en permanence. Un autre truc aussi que des petits ou des moyens oublient souvent, c'est de travailler leur base clientèle. Pour générer du trafic, il y a ça aussi. Rien n'a plus de valeur que. Encore faut-il l'avoir. Voilà, encore. Et pour avoir une base de clientèle, il faut avoir du trafic, donc on se mord la queue. Bien sûr, mais à partir du moment où tu as commencé à avoir du trafic et que tu as commencé à avoir un peu de clients, cette base clientèle qui grossit légèrement au début, on est d'accord, mais il faut pas
il faut pas l'oublier, cette base clientèle. Elle a extrêmement de valeur. On est bien d'accord. C'est pour ça que tout à l'heure, je soulignais la vraie problématique avec les places de marché qui ne donnent pas la donnée client, puisque la vraie valeur, c'est celle-ci. C'est-à-dire que quand on va acheter un client sur Google, ce client, on peut le retravailler ensuite et faire que le coût d'acquisition de la première commande, on arrive à l'étaler sur plusieurs commandes. Sur Amazon, c'est pas possible. Les places de marché, j'essaye de regarder un petit peu, mais à mon sens, il n'y a plus qu'Amazon qui log comme ça. Maintenant, ils donnent tous les datas. Toutes ces datas. Il y en a quelques-unes encore qui traînent. Tu passes beaucoup par eux pour parler à tes clients quand même. Ah bah t'es obligé de passer voilà. par eux. Donc tu ne le maîtrises pas, ton client. Mais après, il y a beaucoup d'autres marketplaces qui cartonnent en France et qui n'est pas forcément Amazon, il n'y a pas que. Et après, je pense que c'est très, très localisé en France, parce qu'Amazon est un monstre absolu et ont des volumes mais hallucinants. Mais en France, encore une fois, il y a beaucoup d'autres marketplaces où vous avez les data clients. Et c'est extrêmement intéressant. Par contre, c'est du niche, c'est de la niche. C'est-à-dire que par exemple, si vous vendez de l'high-tech, etc., vous avez du Ruyuko ou Cdiscount qui sont très nichés. Tout ce qui est mode et compagnie, c'est la Redoute qui marche bien, avec les 3 Suisses qui redébarquent avec le chouchou, ce genre de choses. Les spiritueux, c'est Cdiscount. Comment ? Si tu vends des spiritueux, il faut aller sur Cdiscount. Ouais. Sur chaque place de marché, je trouve qu'il y a vraiment une spécificité en fonction du produit que tu vends. Ah ouais, clairement. Ouais. Après, ils tendent à se généraliser. Vous dites oui, mais on fait plus que ça, etc. Mais bon, on les regarde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous allez sur ces sous, vous êtes un peu geek, quoi. C'est-à-dire que naturellement, vous allez là-dessus, comme Pixplace avec Pixmania, etc. Ils ciblent ça. Ils ouvrent, entre guillemets, ils se disent généralistes. Je pense que c'est surtout pour de l'observation de marché qu'ils font ça. Voilà, c'est surtout pour ça. Après, c'est des marketplaces qui fonctionnent très très bien. Mais il faut regarder cette partie clientèle. De toute façon, le marchand a 2 trésors. Hein. C'est ses produits d'un côté et sa base client de l'autre. Et si vous tournez autour, vous faites les choses très bien. Si vous délaissez une partie comme une autre, c'est fini. Voilà, c'est rideau, ça c'est sûr. Vous pouvez tenir quelques années, mais ça sera rideau à un moment donné. Si vous chouchoutez votre base client de l'autre côté et que si vous travaillez vos produits de l'autre côté, là, ça peut commencer à fonctionner et bien fonctionner. Ça rejoint un petit peu ce qu'on se disait sur la professionnalisation, cette exploitation des données, hein, c'est-à-dire prendre de nouvelles habitudes et aller exploiter tout ce potentiel qu'on a dans les données, parfois en temps réel. Donc c'est vrai que c'est une nouvelle habitude à avoir. On va essayer de clôturer cette partie description du miroir aux alouettes du e-commerce, ruée vers l'or, où effectivement c'est pas forcément les chercheurs qui faisaient fortune, les vendeurs de pelles, voire d'autres établissements de joie et de bordel, qui pouvaient faire fortune à leur place. Bref, on va essayer de se tourner un petit peu vers le potentiel, vers les relais de croissance, les nouvelles pratiques. Mais pour résumer un petit peu ce que vous nous avez dit, c'est la capacité pour réussir à engager du budget marketing, à se différencier. La capacité évidemment à avoir un service client irréprochable, notamment sur la livraison, avoir une base de données, l'exploiter, avoir une taille critique, générer du repeat business, et puis diversifier ses sources de trafic pour ne pas être trop Google dépendant, Amazon dépendant, penser à bien manger équilibré, et normalement ça devrait bien se passer. C'est pas facile, voilà. Ouais. Nous on est là depuis 10 ans. C'est une préoccupation qu'on a eue dès le départ parce que on a toujours été très très présent sur Google dès la fin des années 90. On misait sur Google. Alors qu'à l'époque, c'était Yahoo qui tenait plutôt le haut du pavé. Et en fait, on a eu de cesse, et on a toujours de cesse, que de diversifier nos sources de trafic. C'est-à-dire que quand on a toujours été très bien en référencement naturel, on n'a pas pris ça comme un avantage, on a pris ça comme un danger. Et en permanence, donc on essaie de déporter des choses sur Facebook, sur d'autres, sur des partenaires, sur des sites référents autour, etc. Et ben même avec cette préoccupation constante, même avec des budgets importants engagés, c'est pas facile. C'est pas facile. Ouais. Comme je vois l'heure qui tourne et que Guillaume va nous virer dans un quart d'heure, on va essayer de passer en mode peut-être pas 140 caractères, mais 140 mots par réponse pour essayer d'arriver à aborder tous les sujets. Mais c'est vrai que le e-commerce, on pourrait en parler toute la journée. Peut-être parler plutôt sur la partie mobilité, que ce soit tablette ou smartphone. Il y a une stat qui est sortie récemment sur le fait que 97% des sites, je ne crois pas que ce soit uniquement les sites marchands, mais 97% des sites en France ne seraient pas optimisés pour le mobile, alors que vous avez pu le constater chez vos clients ou chez vous, 20% à peu près du trafic passe par tablette et mobile, alors qu'une fois de plus, en France, on voit qu'on met du temps, mais j'ai vu une vidéo récemment de Tesco en Corée, vous l'avez peut-être vu, des personnes dans le métro en fait, qui scannent des QR codes, des photos de produits en fait, alimentaires qui sont scotchés sur les murs,
et en attendant qu'ils mettent 3 quarts d'heure à rentrer chez eux, quand ils arrivent, le petit panier est sur la porte. Donc est-ce que vous pensez qu'on peut arriver à ça en France rapidement? Est-ce que c'est vraiment indispensable pour tous les marchands? Alors, pour faire très vite, aujourd'hui, ça devient indispensable, ne serait-ce que parce que Google a décidé que c'était indispensable. C'est-à-dire que les campagnes AdWords, aujourd'hui, elles sont universelles. Donc, sauf à les tricher beaucoup en mettant des enchères à 0 sur le mobile, pour essayer de faire en sorte de ne pas apparaître et de ne pas générer des clics sur le mobile, et bien, si vous n'avez pas de site optimisé à l'autre bout, et c'est le cas de beaucoup, hein, parce que nous, on regarde un petit peu nos concurrents qui laissent leur campagne sur mobile alors qu'ils n'ont pas de site à l'autre bout, ne serait-ce que parce que peut-être ils ne s'en sont pas aperçus, parce qu'ils n'analysent pas leurs données, ça coûte très cher pour rien, puisque vous n'avez rien à l'autre bout. Vous payez des clics et il n'y a rien à l'arrivée. Et indépendamment de ça, donc nous on a ouvert une version mobile de notre site parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait 16% du trafic, de notre trafic qui était sur mobile. Donc on a ouvert une version responsive pour mobile et tablette. Donc après un mois, on génère 5% de notre chiffre d'affaires global sur le site. Donc avec les paiements qui se passent sur le mobile ou la tablette, 5% en fait sur la partie française, presque 10% sur la partie internationale et 20% sur le UK. Donc la Grande-Bretagne, il y a 20% du chiffre d'affaires qui arrive par le mobile. Donc c'est un mois sans promotion particulière, sans mise en avant particulière du site. Donc c'est au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. On avait bien senti l'urgence, mais voilà, c'est encore au-delà. Et Vente Privée, par exemple, annonce des chiffres à 25% de son chiffre d'affaires sur mobile. Voilà. Il y a aussi l'application pour Vente Privée qui fait. Oui, non, d'accord. Mais après, c'est sûr qu'aujourd'hui, de toute façon, comme je disais tout à l'heure, tout de suite, tout le temps. Donc le mobile est là. Les personnes, elles veulent tout de suite voir les choses, et encore plus vite quand elles sont sur le mobile, parce que ça leur casse les pieds d'être sur un petit écran et pouvoir suivre les choses. Donc il faut regarder deux choses. Il faut regarder, oui, c'est vrai, la part des commandes qui se font exclusivement sur le mobile, mais il y a aussi, et ça on a du mal à le chiffrer, mais ça y est, c'est la part des commandes qui commencent sur le mobile, qui continuent sur l'ordinateur, qui se finalisent sur la tablette, ou inversement. Et parce que les personnes, elles n'ont pas un parcours linéaire, elles n'arrivent pas sur votre site à 8h, elles voient le produit à 8h15 et à 8h20, elles le payent. Ça serait bien. Il y a plein d'interactions. Voilà, il y a beaucoup d'interactions, et puis en état de mobilité, je consulte le site parce que je fais mon choix, et autant je finalise après. C'est la notion de cross-device. Tu parlais tout à l'heure des nouvelles technos qui arrivent, etc. C'est-à-dire qu'il y a deux choses qui commencent à arriver, notamment sur le e-commerce, c'est tout ce qu'on appelle la prédiction. Donc c'est un peu les dérivés en fait, de Criteo, du retargeting, etc., avec des algos mathématiques qui vous permettent de se dire comment est-ce qu'on va faire pour arriver à telle valeur, et tout déroule derrière. Donc c'est vraiment tout ce qui est prédiction et tout, c'est très très compliqué, mais ça on y arrive. Et après c'est le cross-device, c'est ce que disait René. Par exemple, quand vous faites vos courses, vous commencez dans la bagnole, il y a votre mari qui complète sur le web et vous finissez sur la tablette à la fin. Et après ça, il va falloir commencer à avoir les outils. Ouais. C'est surtout ça qui va être important. Donc nous par exemple, c'est des choses sur lesquelles on commence à arriver. C'est très complexe à mettre en œuvre parce que sur le mobile, vous n'avez pas de notion de cookie ou autre. Donc c'est compliqué. C'est des technos qui sont très très difficiles à mettre en place, mais qui sont clairement l'avenir. C'est-à-dire que si on n'est pas capable d'analyser ça, et si le marchand n'est pas capable de regarder ça à un instant T, ça va être très compliqué. Et il faut suivre les habitudes de clients en fait. Et c'est aussi un des secrets, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vous bossez pour les clients. Si vous n'essayez pas de comprendre leur comportement et comment est-ce qu'ils décident d'acheter, c'est un peu compliqué. Et là, ils décident d'acheter avec tout ça. Et ne jamais oublier la solution de paiement. Oui. C'est un truc tout bête, mais beaucoup l'oublient. Et ils ont mis un site sublime en responsive ou en adaptive, et puis les gens, ils ont fait leur commande, ils ont mis tout dans le panier, ils ont créé leur compte, ils se sont fait chier, ils l'ont créé parce que c'est casse-pied avec le mobile, et ils arrivent sur une page toute pourrie de la banque, où là ça devient très compliqué, et ils abandonnent. Avec des gros doigts pour mettre les numéros de carte bleue, c'est pas toujours facile. Mais c'est aussi peut-être pour ça que nous, en France, et peut-être en Europe de manière globale, on est aussi en retard sur le m-commerce, c'est que les solutions de paiement, elles ont mis 10 ans à arriver et de se dire, bon, est-ce qu'on va le faire, est-ce qu'on ne le fait pas.
etc. Donc effectivement, il y a les Américains comme PayPal et tout qui ont déboulé, mais tout le monde n'a pas PayPal parce que ça coûte un peu d'argent quand même. Et du coup, là, ça commence à arriver. En Asie, ça fait 10 ans ou 20 ans qu'ils vivent avec leur téléphone et qu'ils font que ça, et ils ont aussi le réseau, ils ont les terminaux, ils ont tout avant nous. B2B est en train d'amener un vrai un vrai courant d'air frais dans le. Ouais, mais c'est aussi ça, c'est que les nouveaux outils, des PayMill, B2B, ce genre de choses, ils arrivent avec des vrais technos maintenant, des vraies solutions. Là où e-commerce, on a rencontré une start-up qui justement met une espèce d'énorme couche au-dessus du site e-commerce, c'est-à-dire que en fait, vous mettez en panier, un espèce de panier globalisé avec la source de paiement derrière, et en fait, il simule une connexion au compte et un paiement sur le site derrière. Donc en fait, il y a plein de solutions intéressantes qui commencent à arriver, qui du coup vont commencer à rendre tout ça possible, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'était un manque d'outils tout simplement. Rien que, comme disait René, la solution de paiement, il y a très peu de temps où en fait les B2B ou PayMe commencent à arriver avec des solutions de paiement intéressantes, parce que sinon c'était une tannée, hein, à part si vous aviez PayPal. Le truc, c'est que pendant très très longtemps, le système de paiement a été conçu uniquement comme une étape de sécurité. Ouais. Or, c'est la principale étape marketing, puisque c'est l'étape ultime de la transformation du client. Donc, si on lui parle que sur un niveau technique ou sécuritaire, ça ne peut pas faire. C'est le moment où il faut lever ses craintes, le rassurer, lui faire envie. Et c'est une étape ultime que le marchand maîtrise le moins. Bien sûr. Le cross-canal, les amis, pour finir, vous pensez que c'est la revanche des magasins ou un simple sursis? Il y a des experts qui prédisent la fin des magasins physiques. Comment vous voyez ça? Ah bah, je sais pas qui sont les experts là. Non plus. Parce que par contre, des au produits, niveau du troll de l'année, il faudra peut-être en parler Olivier, voilà. Truc, mais je pense qu'ils sont pas mal. Hein. Mais ouais, la mort des magasins physiques, quand même, les mecs ils s'emballent un peu, je pense. C'est pas non plus la revanche, je pense. Je pense que c'est une étape, c'est-à-dire que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est leur compréhension de se dire qu'il faut aller sur le online et de manière intelligente. Et je pense qu'ils ont tardé parce que, encore une fois, c'est dur de se structurer, etc. Et peut-être qu'ils n'avaient pas compris comment y aller. Mais là, ils commencent à bien comprendre et à bien assimiler le online, offline. Là où ils l'ont bien compris, c'est avec la livraison. Là, on le voit aujourd'hui, hein, la livraison dans le magasin, livraison en store, ça fonctionne très bien. Il y a beaucoup de personnes qui veulent ça. Et après, ils ont fait le boulot, c'est-à-dire qu'ils ont fait la vente. Et en plus, ils font venir le gars dans le magasin. Ça augmente le panier moyen aussi en voilà. magasin. Et il y avait Cdiscount qui faisait ça pendant un moment. Je ne sais pas si c'est toujours en place. Mais quand on faisait sa commande en ligne et qu'on se faisait livrer dans le magasin et qu'on allait le chercher, on avait en plus un bon de réduction pour tous les achats qu'on faisait sur le moment, au moment où on allait chercher son produit dans le magasin. Donc c'est-à-dire qu'en plus d'avoir fait les achats en ligne, il redéclenchait un achat dans le magasin. Donc oui, la disparition des magasins. Ouais, et puis après, c'est aussi les clients, quoi. C'est les consommateurs. Avant, on voulait le moins cher, on s'en foutait si on achetait en Turquie ou je sais pas quoi, tant qu'on était livré rapidement, et puis c'était 10 € moins cher, on était content. Là, maintenant, on commence à se dire, c'est quand même bien de toucher les produits, de discuter avec les mecs, se faire conseiller, etc. Et ça, eux ont encore une fois une force de frappe hallucinante parce que eux ont tout ça. Tout à fait. Et tu prends des groupes comme Decathlon, etc. ont une puissance hallucinante parce qu'ils ont des vrais conseillers, ils ont des vrais produits, ils ont des vrais lieux partout. Et en plus, ils ont le online. Donc du coup, ils arrivent à... Je crois qu'on voit avec le e-commerce ce qu'on a vu avec les fournisseurs d'accès à la fin des années 90, c'est-à-dire que les vrais gros opérateurs téléphoniques, etc., ils ont attendu. C'est-à-dire qu'il y a des gens comme Mial, Liberty Surf, etc., qui ont ouvert la voie. Les gros ont attendu, ont regardé, et puis quand ils se sont emparés du truc, voilà, et puis ils sont toujours là. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Donc les commerçants, les vrais commerçants, donc les retailers, voilà, à part quelques exemples et quelques modèles type vente privée, je vois pas bien ce qui va rester en face. Peut-être très rapidement avant de passer aux questions, qu'est-ce qu'on va vendre, qu'on ne vend pas aujourd'hui en ligne, qu'on vendra demain, et vous-même, qu'est-ce que vous n'achetez pas encore en ligne? Il y a carré-de-bœuf.com qui a levé l'année dernière 3 millions d'euros pour vendre de la côte de bœuf en 24 heures. Voilà, quels sont aujourd'hui les produits Je pense que les métiers de bouche vont commencer à arriver avec aussi des plateformes un petit peu plus matures. On voit pas mal de startups commencer à arriver et commencer à proposer aux métiers de bouche, aux métiers type Allo Resto. Ouais, ou nous, par exemple, à Nantes, il y a des gens qui sont lancés côtelettes et tartes fraises qui, en fait, vont proposer à des bouchers, des charcutiers, des traiteurs d'avoir des systèmes de store où en fait ils leur montrent tout l'outil, vous pouvez vendre et vous allez chercher dans le magasin, etc.
Donc je pense que ça c'est pas mal, et surtout le service qui va commencer à arriver. On ne vend pas forcément beaucoup à l'heure d'aujourd'hui, qui va commencer à arriver pleine balle. Après en termes de produits, c'est difficile de répondre, quoi. Hier, on a vu qu'il y a un gars dans la Creuse qui a fini par se faire arrêter au bout de 2 ou 3 mois parce qu'il vendait son cannabis en ligne avec vendeurdedrogue.com. Personne n'y avait pensé avant. Très bon nom de domaine. Tout est possible. Très joli le nom de domaine. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on ne vend pas en ligne? Tout ce qui est Du difficile comté légalement. Non, le comté, ça se vend en ligne, il n'y a pas de souci. De toute façon, maintenant, le produit alimentaire se vend en ligne. Et Amazon se lance aussi. Ouais, dans le en fait, produit alimentaire avant, il y sans avait la problème. problématique de livraison. Maintenant, les livraisons sont très courtes, etc. L'alimentaire, avant, c'était ingérable parce que les temps de livraison, ils étaient à 3, 4, 5 jours. Maintenant, tout est raccourci. À partir du moment où vous raccourcissez tout, vous pouvez tout vendre. Après, je pense qu'il y a aussi le luxe qui va commencer à arriver vraiment sur le truc. Parce qu'ils avaient surtout une approche en disant, nous, on n'a pas besoin de ça, on est le luxe, gna. Sauf qu'en fait, ils arrivent. C'est-à-dire que nous, on les voit arriver, ils ont aussi besoin de croissance et de volume. Donc forcément, ils vont arriver. Donc, tant que les systèmes de livraison s'améliorent et aussi les moyens de paiement s'améliorent, il y a beaucoup d'autres secteurs qui vont commencer à arriver. Après, il y a des secteurs où aujourd'hui, légalement, on ne peut pas finaliser la vente en ligne. Ça va être l'immobilier, par exemple. On est toujours obligé de passer devant un notaire. Si un jour ça change, il y en a qui s'engouffrera là-dedans. Les coudas qui vont être marrants. Ouais. On va tendre le micro à la salle. Hein, tu nous laisses 5 minutes pour les 3. Bon. 3 minutes hors taxe. Questions parmi vous sur le e-commerce ou les sujets qu'on a pu aborder? N'hésitez pas, c'est le moment. Personne? On a été limpide. Tout a été dit ou presque ou beaucoup. Donc vous achetez tout. Si vous étiez un site marchand, chacun d'entre vous, tiens, Olivier. Si j'étais un site marchand. Pêcheur.com, ça marche pas. Hein. Moi, j'aurais monté Amazon, moi. Amazon. Tant qu'à faire, ouais. Non, mon grand regret, c'est de ne pas avoir monté Amazon. Il y a un site marchand qui fonctionne très bien, en termes de coût d'acquisition très bas, et puis le panier se valide très bien. C'est impôt.gouv.fr. Ah ouais. Ouais. Bon taux de transformation. Ouais, taux de transformation. Nickel, ouais, celui-là. Moi, je prends celui-là. Il y a le même avec Amande, hein, il marche bien aussi. Amande aussi, ouais, ils sont bons. Celui-là doit marcher plus que l'autre. Moi, je sais pas. Je sais pas si j'ai l'âme d'un e-commerçant, moi. C'est-à-dire que je sais les aider sur une partie, mais c'est un métier qui est très compliqué et je suis pas sûr d'être capable de réussir. Après, effectivement, le modèle d'Amazon est plus Zappos qu'Amazon, moi. Plus dans la philosophie qu'on a et que je suis plus admiratif que Zappos qu'Amazon. Après, Amazon, encore une fois, est un monstre absolu. Mais Zappos, dans leur approche très service client, où tout est vraiment user-centric là-dessus, est assez impressionnant, et surtout assez impressionnant au niveau des résultats. Ils arrivent à faire des trucs, parce que ça leur coûte un paquet de pognon, je pense. Mais c'est impressionnant de voir que ça fonctionne autour de ça. Donc ça veut dire que c'est possible aussi. Amazon nous donne aussi le tempo. On n'a pas eu le temps de parler des nouvelles pratiques e-merchandising, sur toute la recommandation, les moteurs de recherche. C'est vrai que là-dessus, c'est vraiment un modèle Amazon a qui inventé évolue le par petites retargeting touches. quand même. Hein. Ils ont quand même inventé le retargeting. Vous avez Ils ont acheté inventé l'affiliation, ils ont inventé des ils tas ont de inventé trucs. plein de modèles Amazon. Hein. Bezos, on lui doit un paquet de marchés, je pense. Mais le fameux, vous avez acheté ceci, vous aimerez cela, ça c'est du Amazon. Ça a fait ses preuves. Bon. Olivier, René, Mickaël, merci beaucoup. On peut vous Merci applaudir, c'était vraiment sympa cette discussion. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Grégory. Grégory, on se retrouvera vers 17h sur la Je vais aller faire un petit clôture. tour dans la salle de sieste. C'est ça, va faire un petit tour, va te reposer. On va reprendre des forces. On te retrouvera sur la plénière de clôture parce que Grégory est aussi le président de la cuisine du web qui co-organise avec l'Université de Lyon Blend. Donc il sera là pour faire un peu le débrief de la journée. Quant à vous, on vous libère. Allez vite à la pause café. Ça reprend à 10h30. Ici, on aura une table ronde de consommation collaborative et puis plein d'autres choses dans les autres salles. Donc à tout à l'heure.